Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique, vive Vision d'Afrique, là oui. Vision d'Afrique assure. Heureux de vous savoir nombreux ce soir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci de votre confiance et fidélité aux différents programmes, n'est-ce pas, que vous propose votre agence en communication Vision d'Afrique pendant la semaine avec notre journal Vision Info. Et nous nous retrouvons chaque dimanche soir dans le cadre de notre magazine consacré bien sûr à la rétrospective de la semaine avec un invité sur le plateau, l'invité de Vision Plus. Et pour ce soir, l'invité de Vision Plus, il s'agit du député national et président de son parti politique, l'honorable Steve Mbikaï, à qui je dis honorable bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Avec vous, nous allons parler bien sûr des questions qui ont fait parler d'elle pendant la semaine, mais aussi de votre parti politique. Merci. Face à lui, nous avons, n'est-ce pas, Prince Mouelela, journaliste de Vision Info. Prince Mouelela, bonsoir. Et à côté de Prince Mouelela, nous avons Médine de la RTNC2. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons bien sûr nous entretenir avec les députés nationaux et président national du PT, Parti travailliste. Je commence par là. Comment se porte le parti? Le Parti travailliste se porte bien. Nous sommes dans une phase où nous sommes en train de mettre à jour notre banque de données pour les candidats qui vont être sous notre liste pour les élections provinciales, municipales, territoriales et autres. C'est dire que les gens qui sont intéressés par l'idéologie du Parti travailliste, ses pensées, ses méthodes de travail, qui sympathisent avec nous et qui voudraient bien se battre aux joutes électorales à venir, ils pourront toujours nous approcher, nous contacter pour qu'on puisse faire chemin ensemble. Sinon, le parti va bien. Donc, vous êtes déjà en train de vous préparer pour les élections, mais vous avez signé les codes de bonne conduite? Nous n'avons pas besoin de signer les codes de bonne conduite pour la simple raison que ces codes ont été signés en 2006, mais à l'issue des élections, nous avions eu la guerre en plein Kinshasa. Et en 2011 aussi, le code a été signé. Cela n'a pas empêché à ce que nous puissions avoir des élections très contestables. Comme nous n'avons pas confiance en ceux qui organisent les élections, nous avons trouvé inopportun de signer ces codes. Parce que ceux qui signent ne le respectent pas. Il faut d'abord dire que suite, n'est-ce pas, aux expulsions de Brazzaville, les deux gouvernements, je dirais les autorités de deux rives, ont décidé plus de traverser pour Brazzaville ou pour Kinshasa,
sans visa. Est-ce que pour les deux capitales les plus proches, c'est là une décision normale? Je veux dire un mot d'abord sur l'opération elle-même, telle que c'est déroulée, avec tout ce que nos compatriotes ont enduré comme sévices, comme violation des droits de l'homme au niveau de Brazzaville. Je suis vraiment écœureux et je suis de cœur avec eux. Et je n'ai pas été du tout content de la réaction très molle, et je peux dire l'absence de réaction de la part des dirigeants congolais. J'ai comme impression que l'RDC, le grand RDC, j'ai mis entre guillemets, se présente en tout cas en position de faiblesse face à certains petits pays qui nous entourent, à l'instar du Congo-Brazzaville. Bien sûr, je sais que si les gens sont nombreux en Angola, au Congo-Brazzaville, ce n'est pas la faute des Congolais, c'est la faute du système qui est en place. Le système politique en place au pays La migration, c'est dans tous les pays du monde. Oui, je crois que les gens peuvent se déplacer, mais quand les gens vont dans les pays limitrophes pour se livrer au petit métier, être irrégulier, ça fait la honte de ceux qui dirigent le pays. Je n'ai pas senti tellement une réaction musclée de la part du chef de l'État, du Premier ministre ou du gouvernement. À la place, il y a des jérémiades. Et je déplore cette question. Et si les enfants vont ailleurs, chez les voisins, c'est parce que ça ne va pas à la maison. Avant de condamner Sassou Nguesso, condamner Dos Santos et consorts, commençons par condamner nos propres dirigeants. Parce que leur système politique a fait que les Congolais estiment que pour être heureux, il faut être chez autrui. C'est déplorable. Et voilà pourquoi nous faisons l'opposition, en fait. On fait l'opposition au système parce qu'on veut donc que ça change. Nous voulons remettre au Congolais sa dignité qu'il a perdue avec le système politique que nous avons aujourd'hui. Mais pour arriver au visa, je ne trouve aucun mal. Si il y a suspicion entre les deux États, si l'un des États estime que les relations privilégiées que nous avons eues semblent profiter plus à l'autre qu'à lui, et qu'il ne veut pas être envahi, eh bien, on peut assurer le somme des visas. Cela veut dire que nos relations avec Congo Brazzaville ne sont plus tellement relations fraternelles. Donc, je ne trouve aucun mal. J'estime que ça peut aussi bloquer un peu l'élan de l'exode des Congolais vers l'extérieur, qui restent là, dans cette misère. Peut-être qu'un jour, la misère, en tant que notre allié, pourrait nous aider à ce qu'elle peut prendre conscience et qu'elle arrive à se prendre en charge. Certaines personnes pensent qu'il serait mieux que le gouvernement congolais de la RDC puisse se fermer les frontières. C'est vrai également le silence du chef de l'État a suscité ces réactions en sein de la classe politique congolaise. Que dit l'honorable Steve Michael à ce sujet? S'agissant de la frontière et la réaction du chef de l'État. On semble dire que l'RDC est le grenier du Congo-Brazzaville. Parce que Brazzaville nous a fait mal. Si nous voulons se lui faire mal, alors fermons nos frontières avec eux. Et après, on va négocier. Ils ont appelé cette opération Mbata Yabakolo, Yamokolo, c'est-à-dire Mbata Yamokolo, on gifle tout petit. Parce qu'on sait qu'il aura peur. On attend ses réactions pour l'achever. Et quand tu es plus petit, on te gifle et tu es conscient de ta faiblesse, tu t'étais carrément, tu te résignes. Mais quand tu sais que tu es capable de quelque chose, quand on donne un coup, tu répliques. Dans le cas d'espèce, on ne sait pas qui est fort, qui est moins fort, qui est grand et qui est plus grand. S'agissant du mutisme du président de la RDC, je l'ai déploré tout à l'heure. C'est pas normal. Parce que quand... Que voulez-vous que le chef de l'État fasse? Il a envoyé des délégations. D'abord, le vice-ministre aux Affaires intérieures qui était parti. Il y a eu, n'est-ce pas, le gouverneur d'abord qui est parti. Le président
du Sénat qui est parti, précédé par le gouverneur André Kimbuta. Qu'est-ce que vous vouliez que le président fasse? On aurait voulu qu'il ne puisse pas seulement envoyer les gens qui apparemment faisaient des courbettes, s'est prononcé officiellement contre l'opération. Pourquoi pas mettre en garde la République du Congo? Je sais que sous Mobutu, tous les pays limitrophes ici avaient peur de l'RDC. L'RDC était pratiquement, disons, le Zaïre, était pratiquement faiseur de roi. Au Rwanda, on intervenait au Tchad, on mettait la paix. Quoi qu'on dise. Maintenant, on intervient sur Centrafrique. Quoi qu'on dise de Mobutu en tant que dictateur, mais au moins, il avait eu cette prestance de chef d'État et il prenait position, il pouvait carrément créer sans peur des polémiques avec la France, la grande France, avec la Belgique. Souvenez-vous du contentieux belgo-congolais. Eh bien, aujourd'hui, j'ai comme impression que l'RDC est incapable de réaction ou de réagir. En Angola, on peut tuer les Congolais, on peut les fouiller de façon brutale. J'ai vu comment est-ce que les Congolais sont maltraités, comment est-ce qu'ils étaient entassés en Angola et comment on les molestait et combien ils pleuraient. Ah ben, ils ont eu, j'ai l'impression d'avoir... J'ai vu aussi une Belge condamnée ici parce qu'elle voulait, n'est-ce pas, mener, je ne sais pas, de manière frauduleuse, un enfant qu'elle aurait adopté. Quand j'ai vu été ça, condamné, une Belge. J'ai eu affaire à des orphelins. Les gens sans père, même sans tuteur en plus, ne faisaient pas l'amalgame. La condamnation judiciaire de quelqu'un qui a été jugé trouvé fautif, ça c'est tout à fait légal, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de rapport avec ce dont nous parlons. Je vais ajouter quelque chose. Il n'y a pas longtemps, vous avez quand même apprécié la mesure que la RDC a prise avec les visas qui doivent être conditionnés avant la traversée. C'est d'abord Brazza qui avait commencé et ensuite la RDC a répété, mais c'était le 19 mars. Mais ce n'est pas une réponse. Parce que vous voulez que, apparemment, vous voulez que la RDC réponde de la même manière que Brazzaville. C'était les réponses de lors que l'autre pays a exigé le visa. Parce que c'est un principe automatique. Quand un pays demande à vos citoyens d'avoir les visas pour entrer, automatiquement, là il n'y a même pas à réfléchir. C'est automatique. Donc la RDC n'avait pas de choix. Et oui, nous reconnaissons M. Steve Michael sous plusieurs casquettes, syndicaliste à l'ONATRA. En RDC, pas seulement l'ONATRA. Oui. D'abord l'ONATRA et puis la RDC. M. Yves Steve Michael est promoteur d'une école. Des écoles, pas seulement cartésiens, mais aussi M. Steve Michael est président du Parti politique travailliste. Maintenant, il y a des refoulés ici en RDC. Là, vous avez dit que c'est l'exode parce qu'il y a manque de travail. Et depuis qu'ils sont là, vous, en tant que parti travailliste, qu'est-ce que vous avez pu faire à ces jeunes gens qui sont arrivés à Kinshasa? Vous n'avez pas, parce que je sais qu'en 2016, vous êtes toujours en mission politique, vous n'avez pas songé à sauter sur l'occasion? Comme les autres l'ont fait. Je pense que Steve Mbeki a son style, à son discours, à sa façon d'agir. Je n'aime pas agir parce que les autres ont fait ça, moi je le fais. C'est pas du tout mon rôle, le parti politique, c'est pas du tout mon rôle. Nous avons ici les structures de l'État. Par mes différentes casquettes dont vous avez parlé, j'ai payé des contributions à l'État, j'ai payé des impôts, et nous avons un ministère des Affaires sociales, nous avons un gouvernement. Il faut arrêter avec cette politique enfantine où nous voyons parfois des ministres faire des dons. Eh bien, on vous dit que voilà, le chef de l'État a offert des dictionnaires aux élèves de l'RDC, tel a offert des cartables. Ça, c'est une gestion archaïque de la République. Parce qu'il n'y a personne qui peut être plus riche que l'État. L'État, c'est comme Dieu sur terre. L'État a tout. C'est pourquoi tout citoyen est appelé à payer taxes et impôts.
c'est pour donner la possibilité à l'État d'agir dans pareilles circonstances. Mais un individu ne peut pas se présenter pour résoudre les problèmes qui relèvent de la compétence de l'État. Ça s'est fait qu'au Congo. Pendant les campagnes, vous pouvez le faire. Mais je pense que, allez demander à Tchangou, comment j'ai fait ma campagne, moi. J'étais l'une des candidats qui avait pratiquement un projet de société, bien imprimé, distribué partout. Et je disais aux gens que je n'étais pas là pour leur offrir la bière, les sucrés, parce qu'ils m'auraient vendu leur pouvoir. Quand tu as vendu ton pouvoir, tu n'as plus droit à ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Conséquence, c'est quoi? Les hommes politiques savent trop bien que les votes sont achetés. Ça ne sert donc à rien de travailler pour ce peuple. Parce que celui qui a volé et celui qui a la chance de passer, parce que celui qui a plus d'argent pour corrompre, acheter le maïs, le riz, la bière à donner aux gens. D'où la cassure entre la race politique, tout tendance confondu, et majorité et pouvoir. Il y a une cassure entre le peuple et la race politique. Je peux dire même que les politiciens congolais africains sont usurpateurs parce qu'ils ne travaillent pas avec le consentement du souverain primaire qui est roulé, des fois pour des relations familiales, communautaires, avec l'argent. Or, il y a trois éléments principaux pour faire la politique. Quand on a le pouvoir, nous avons le peuple, nous avons l'argent, les finances, et nous avons la force, donc l'armée. Et quand on est à l'opposition, il faut avoir au moins deux de ces trois éléments. Il faut avoir le peuple et il faut avoir quand même des finances. Or, il se peut que, et opposition, et pouvoir, tout se fait en dehors du peuple. Parce que le peuple, lui, on sait qu'on ira acheter ses votes après. Par conséquent, la classe politique africaine congolaise tient plus compte de ce que dit François Hollande, ce que dit Bush, ce que dit Obama, que de ce que veut son peuple, ce qui est très grave. Vous verrez comment les politiciens font les pieds de gris à des ambassades. Je ne suis pas de ceux-là. Un parti politique, une plateforme qui organise une manifestation, parce qu'il y a des ambassadeurs, on s'en vante. C'est honteux. Tu ne verras pas en France, en Belgique, un parti belge, dans son activité qui appelle des ambassadeurs congolais, même pas des États-Unis dans cette affaire, qui est purement congolaise. Donc ici... Mais c'est parce qu'on donne l'impression que pour avoir le pouvoir, il faut, n'est-ce pas, avoir le consentement de la communauté internationale. Voilà. Comme la donne populaire pour le peuple est mise à côté, on le plus que pour embellir. Tous, souvent jusqu'à on a une réunion avec des amis, oh ben les ambassadeurs ont dit, ça m'énerve moi. Là, un ambassadeur c'est un fonctionnaire, son pays. Là je peux nous retrouvons un peu ce que la population dit que non, M. Kifundika était un orgueilleux, il ne s'est pas approché de la population, c'est pas ça? Non, moi j'approche la population. Par contre, ce que je refuse, c'est qu'on soit guidé, téléguidé par l'étranger, par des ambassadeurs, tous pour les ambassadeurs. Quand c'est la CENI, quand c'est l'élection, quand c'est la constitution, tout le monde, c'est comme Blair a dit, Juncker a dit, François Hollande a réagi. Ok, vous l'avez dit. Moi, je pense qu'on doit arrêter, on doit s'émanciper. Et pour s'émanciper, il faut qu'on soit impliqué dans le peuple. Or, comme on fait la politique en dehors du peuple, on a comme origine de légitimité un soutien extérieur. Et moi, ce n'est pas du tout mon point de vue. Et c'est le Congo, et le pouvoir, et l'opposition. Tous pensent que la force, eh bien, la constitution, John Kerry est arrivé ici. On ne doit pas s'accrocher à ce qu'elle lui a dit. On doit s'accrocher à ce que dit notre constitution. Et c'est connu. Vous êtes opposant, bien sûr, vous êtes le seul opposant qui on peut avoir, message, hein. non, on peut avoir bien sûr un soutien extérieur, mais la grande donne, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Parce que si l'opposition congolaise, le pouvoir congolais, tous travaillaient en symbiose avec le peuple, il y aurait ici manifestation contre manifestation. Demain, nous appelons la population à agir contre la révision constitutionnelle. Après-demain, eh bien, le pouvoir aussi appelle la population à réagir.
En ces moments-là, les étrangers, interviennent, ont un second rôle à jouer, n'est-ce pas, parce que le monde, comme on le dit, c'est quand même un village planétaire. Mais tout mettre entre les mains de l'étranger, tout entendre des relations étrangères, tout ça étrange. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer, malheureusement. Mais moi, j'estime que, dans la façon de faire, je dois tenir compte de ce que pensent les Congolais, pas ce que pensent l'étranger pour agir. En fait, vous avez évoqué la question de la Constitution. On peut déjà en parler. Comment, justement, vous jugez la réaction ou l'agitation que l'on constate ces derniers temps au sein de la classe politique congolaise, que ce soit au sein de l'opposition, au sein du pouvoir, la révision de la Constitution? Pourquoi cette agitation? Est due à l'irresponsabilité, comme je dis, de la classe politique. Parce que les écrits sont clairs, la Constitution est claire, et vous a dit qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats par un chef de l'État. Mais c'est clair que le président Kabila a servi et qu'il doit partir. Pourquoi cela crée? Non, ce n'est pas une agitation. On peut, comment je dirais-je, un chat échaudé craint l'eau froide. On sait qu'en 2011, on a changé les règles du jeu avant que le match ne commence. Et que c'est la tentative aujourd'hui. C'est la tentative aujourd'hui. On veut encore faire ça. Ça, c'est le manque de respect au peuple. Comme je dis, on travaille à miroir catégoriquement ce que pense le peuple. Je pense que les gens qui aiment le président Kabila doivent lui dire la vérité. Hein? C'est pas normal de vouloir s'accrocher au pouvoir. Mais il lui parle du respect de la Constitution. Ce n'est pas tout à fait normal. Il parle du respect de la Constitution partout où il passe. Je refuse qu'on se livre au jeu des mots, mais nous sentons par les attitudes, le comportement de la majorité que les gens voudraient tout faire pour que le président Kabila soit là. Mais on dit revoir la Constitution, réviser la Constitution. Pourquoi réviser ça? Parce qu'il faut voir l'esprit. Il faut voir l'esprit de la chose. On n'a pas besoin de la lettre. L'esprit, c'est quoi? On a estimé que dans ce pays, nous avons eu un chef de l'État qui a fait 32 ans au pouvoir, qui a confondu la fonction présidentielle avec sa personne. Et c'est ce que le législateur a voulu éviter. On peut être bon, excellent, mais on ne peut pas faire 40 ans au pouvoir. Parce que ceux qui nous ont la démocratie ont compris que quand on fait plus de 10 ans au pouvoir, on n'a plus d'inspiration. On confond la fonction à sa personne. Et tout ce qui compte, c'est comment faire pour y rester. Honorable Steve Mbikaï, comment jugez-vous l'homosexualité? Je pose cette question parce que vous avez initié une loi contre cette pratique. Oui, j'ai initié une proposition de loi contre les pratiques de l'homosexualité, parce qu'il y a une nuance, hein, quand on dit homosexualité et les pratiques de l'homosexualité, et par là j'entends les pratiques LGTB, ça veut dire les pratiques lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Ça fait depuis quelques mois, depuis le mois de décembre, que cette proposition de loi a été déposée sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. Malheureusement, elle est bloquée. Elle est bloquée. Quand je prends contact avec certains membres du bureau de l'Assemblée nationale, ils sont d'accord. Ils sont même trop pressés que ça passe. Mais on cherche à savoir à quel niveau est le blocage. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense, comme chez nous, au Congo, avant d'agir, les gens veulent savoir quelle sera la réaction de François Hollande, d'Obama, ce qu'on appelle la communauté internationale, parce qu'il y a 3-4 pays qui dirigent le monde, au lieu de savoir ce que veut le peuple. Le peuple, partout où je passe, se pose la question, où est-ce qu'on en est avec cette proposition de loi contre l'homosexualité? Je dis que c'est bloqué. Heureusement, les pasteurs congolais, en tout cas tous les plus grands, sont là. Ils ont estimé qu'ils prennent l'affaire entre les deux mains. Ils m'ont invité. J'ai fait état des lieux de la situation. Et ils préféreraient rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale le 4 juin, si possible, pour amorcer un dialogue autour de la question,
afin de voir cette proposition de loi programmée pour le débat. J'aurai aussi contact avec les musulmans, les kimbanguistes, surtout aussi avec le cardinal Monsengo, la Cinco. J'avais déjà été avec la communauté famille chrétienne. À l'issue de toutes ces rencontres, il y aura une synergie qui sera créée des confessions religieuses pour que, au cas où le dialogue n'aboutirait pas, que nous puissions envisager certaines actions qu'on va faire pour pousser le bureau de l'Assemblée nationale à programmer cette portion de loi. J'en ai déposé deux. Il y a celle contre l'homosexualité, il y a l'autre que j'ai déposé aussi contre le tribalisme et la discrimination sous toutes ses formes. Et là aussi, je n'ai pas encore eu d'écho de ces côtés-là. Mais nous passons le temps chaque jour à voter de leurs organiques, les votes de ratification, les choses que le peuple ne connaît même pas. Mais cette portion de loi, le peuple l'attend contre l'homosexualité. Le Congolais est contre l'homosexualité, nous sommes un peuple de Dieu. Si nous avons certains dirigeants qui sont francs-maçons, libre à eux, mais ils ne doivent pas nous imposer leurs croyances. Je pense que les Congolais est un peuple de Dieu et que nous n'allons pas reculer. Nous y allons progressivement pour ne pas brûler les étapes. Donc, parce que quand nous allons commencer... Mikaï est le Mugabe congolais, il dit non à l'homosexualité. Donc, non, ce n'est pas seulement Mugabe, c'est tout Africain qui est homophobe, par nature, par essence. Par essence. Alors, je crois que nous y allons progressivement. Le jour que vous verrez les confessions religieuses appelées à marcher contre l'homosexualité jusqu'au palais du peuple, et vous verrez ce que ça va faire. Là, vous avez le soutien de vos collègues députés? Ce n'est pas une action politique. Et à cette action qu'on va mener, on n'a pas besoin de traite politique. On aura besoin, bien sûr, qu'il y ait aussi des dirigeants politiques là-dedans. Mais ça ne doit pas avoir une coloration politique. Ça, c'est une action citoyenne. Et citoyenne des enfants de Dieu. Parce qu'ici, nous avons un combat. Nous avons un combat entre Dieu et Satan. Lumière et ténèbres. Les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Mais je ne pense pas que les enfants de Dieu vont être impressionnés par la puissance apparente, puissance d'argent et des armes de Satan. Et quand nous serons prêts à sortir, à agir, on ne va pas nous condamner parce que nous aurons déjà épuisé toute la procédure. Moi-même, un jour, le président Minakou a demandé que je le rencontre pour en parler. Mais toutes les tentatives pour le voir ont été vaines. Comment ça? Alors, je ne crois pas qu'il y ait des homosexuels. C'est lui-même qui a demandé que vous puissiez le voir, mais ça n'a pas été facile de vous voir. Je ne pense pas qu'il y a des homosexuels à l'Assemblée. Je ne suis pas très sûr. Je ne pense pas qu'on soit dirigé par les gens, les enfants de Satan, parce que tous, j'ai l'impression qu'ils prient. Et je ne vois pas de raison pour lesquelles ils peuvent bloquer une proposition de loi aussi importante que tout le monde attend. Nous avons déjà 39 pays en Afrique et 80 dans le monde qui pénalisent l'homosexualité. Pourquoi le Congo, la RDC, est faible en tout? Pourquoi est-ce qu'on doit être les plus faibles du monde en tout et pour tout? On ne sait pas encore prononcé. Mais pour ça, il faut avoir peur. Non, mais je sens. Est-ce que là où même la Gambie dit non, les autres, pourquoi seulement nous, les Congos, on va... Qui dit moi consent? Parce que chez nous, les homosexuels sont très libres. C'est pas vrai ici, ils sont très libres. On fait même l'apologie de l'homosexualité dans les médias, dans le théâtre, au vu aussi de tous. Et tu verras demain ton fils Pierre amener Paul pour l'épouser en tant que Congolais, en tant qu'Africain, voir un peu ce que c'est pour ses parents. Et on va vers là. Et après l'homosexualité, eh ben, pour le droit de l'homme. Mais il faut dire que vous êtes régi par un règlement de l'intérieur et le règlement stipule que vous avez toujours, à chaque session, les calendriers que vous devez respecter. Il faut attendre, peut-être ça sera toujours programmé. Alors, au nom du droit de l'homme, après l'homosexualité, madame, ne soyez pas étonnée quand on va vous demander de coucher avec votre chien. Chien. Les chiens. Parce que la zoophilie
ont les droits de l'homme est déjà légalisé au Danemark. Il y a les femmes qui couchent avec des chiens, avec des chevaux. Il y a une femme qui est morte parce qu'elle était avec un cheval. Est-ce que pour les 30 millions de la Banque mondiale, on doit accepter ça? Parce que nous sommes obligés d'adapter tout venant des Occidentaux. Mais apparemment, c'est ça. Parce que nous sommes, s'il y a un point où nous sommes forts, c'est le point sur la moralité. L'Occident nous dépasse en technologie, finance, développement, mais nous dépassons en moralité. Nous n'allons pas accepter que même là où nous sommes supérieurs à eux, nous imposent leur façon de voir. Et là, je m'adresse directement à M. Obé Minakou, président de l'Assemblée nationale. En trois, je m'adresse à M. Obé Minakou, qui libère la posture contre l'homosexualité. Parce que je ne sais pas ce qui se cache derrière ces blocages. Je ne comprends pas du tout. Mais il y a des choses dont on parle là-bas que les gens n'ont même pas, dont on n'a même pas besoin par la population. Ça passe facilement. Mais comment comprendre qu'une posture de loi qui vient quand même moraliser nos sociétés, qui vient répondre aussi des parents qui ont peur de voir leurs enfants déraper, qui se soient comme ça bloqués, on ne dit rien, on ne me répond pas, rien du tout. Je crois qu'il y a quelque chose. Mais nous avons des gens pour ça, elles peuvent s'en occuper, mobiliser les femmes, même des séances de prière pour ça. Oui, la prière, elle va commencer bientôt, je vous ai dit. Là, j'invite aussi le chrétien, le musulman et tous les croyants, les kimbanguistes, à commencer à prier pour que Dieu touche le cœur du président de l'Assemblée nationale et qu'il libère la posture de loi contre l'homosexualité. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est la fin, n'est-ce pas, de l'invité de Vision Plus. Dès ce soir, nous recevions pour vous le député national Steve Mbikaï, élu de la Tchamou. Il est président national du Parti travailliste, PT, comme ils disent, PT dans le thème, bien qu'il n'a pas compris de cette émission. C'est comme ça leur slogan. Merci à Prince Moulin qui était avec nous sur ce plateau. Merci à Medine Yakounzou qui nous a aussi accompagnés. Merci à Tony, Jean-Pierre Chef Papa, Carlos Maïkola qui était derrière les trois caméras là devant nous. Merci à Trésor Mondiala pour le montage, également pour le Kunda pour la réalisation. D'ici là, portez-vous bien accompagné de nos différents programmes sur toutes nos chaînes partenaires. Au revoir. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique. Vive Vision d'Afrique. Vision d'Afrique assure.